Bienvenue à Question de cœur, association culturelle à but humaniste. Nous recevons aujourd'hui Samy Khalel, coach, auteur pour cette webconférence « Ensemble, traversons la crise ». Alors bonsoir Samy. Bonsoir Anne-Dore. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, rapide comme ça, qu'est-ce que ça veut dire le mot crise ? Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de passer par l'étymologie. Je sais que vous aimez bien ça aussi. J'adore ça, effectivement, parce que ça redonne du sens au mot, ça permet une profondeur, ça permet un aspect où on découvre des choses cachées. C'est vrai. Et déjà en préparant, je dirais, cette conférence, même moi, j'ai appris pas mal de choses. Donc déjà, la première chose, c'est que quand on dit crise, crisis en latin, c'est la manifestation grave d'une maladie. D'accord ? C'est une manifestation assez violente, brutale. C'est intéressant de voir que Sénèque disait c'est l'assaut de la nature. Donc ça, c'est déjà un premier aspect, c'est que le crise, c'est quelque chose qui vient rapidement, qui me surprend, et sans doute il y a une décision rapide à prendre. Et là, on va le trouver, je dirais, quand on regarde ce mot crisis, ça vient du grec, qui veut dire aussi crisis, et qui est l'action, la faculté de distinguer. On trouve aussi à l'origine une source, une racine indo-européenne, qui est krei, et qui contient la notion de juger, de passer au tamis, de séparer, de distinguer et de couper. Alors, on peut dire qu'il y a un choix à faire. On est comme entre une décision à prendre, entre peut-être les décisions du passé ou peut-être les décisions du futur. De soigner, peut-être de se soigner ou de mourir, enfin de guérir ou de mourir. Si on en revient c'est ça. Au bout de la maladie, il y a le choix. Soit on fait quelque chose qui va nous soigner, soit on fait rien et on va mourir. Voilà. Il n'y a pas de solution, c'est pas qu'on fait rien, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et quand on prend le mot chinois, ça nous donne une indication supplémentaire. Le mot chinois, c'est wei ji. Dans wei, il y a la notion de danger, il y a la notion du problème, mais il y a aussi cette notion de point de basculement, de point décisif. Et ji, c'est la chance, l'opportunité. C'est peut-être le nouveau monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, on retrouve un choix. Exactement. Une notion de choix. Il y a un ami qui me disait, la crise, c'est soit tu vois le pépin, soit tu vois le butin. Je trouve ça assez joli. Ouais. Et il y a donc un défi qui est intéressant, c'est ce défi de passer entre deux mondes, je crois. Et il y a un mot qu'on a découvert tous les deux, c'est le mot en hébreu. Ouais. Le mot en hébreu crise, qui est mashber, et qui fait référence à des pierres de naissance, un endroit spécial que les femmes autrefois, en accouchant, utilisaient pour s'asseoir, une sorte de table d'accouchement. Donc il y a une notion, quelque part, la crise, c'est comme un lieu de naissance, quand on écoute un petit peu, je dirais, le mot hébreu. Il y a une notion de mise au monde. Donc si je vous entends bien, cette mise au monde, c'est qu'on va quitter une matrice pour une autre matrice. C'est ça, exactement. Alors ce mot matrice, il veut dire quoi ? Il vient d'où ? Matrice, c'est la mère. C'est cette notion de maternité. Donc, ce qui est intéressant dans ce passage qu'on n'a pas, quand on parle de crise, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand on passe de l'autre côté. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, très bien, il y a une crise, il y a un nouveau monde, on va dans un nouvel endroit, mais on ne sait pas du tout où on va. On n'a aucune idée. Et c'est ça qui est effrayant. Ça peut être effrayant, c'est vrai, ça peut être effrayant. En tout cas, il y a des choses que certains disent, il y a des paradigmes qui doivent changer. Ce mot est un peu à la mode, changement de paradigme. Mais cette notion de changement de paradigme, on peut peut-être essayer de deviner ce que c'est que ces paradigmes-là. Mais pour savoir ce qui va se passer de l'autre côté, j'aime bien donner la métaphore d'Avatar dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'Avatar, il ne peut pas savoir ce qui se passe de l'autre côté, ou même le bébé, il ne peut pas savoir ce qui va se passer tant qu'il n'est pas né. Exactement, c'est le mystère. Voilà, il passe d'un monde qui est dans l'eau à un monde de l'air. Et il va être nourri, il va changer la façon d'être nourri. Il a été nourri jusqu'à présent par un cordon ombilical. Et là, il va devoir se nourrir par la bouche. C'est ça. Imaginons qu'on peut être de l'autre côté, on peut dire, là, je suis dans l'eau, j'imagine que je vais aller dans un endroit où il y a de l'air, il va se passer quelque chose de l'autre côté. Je peux raisonner, mais tout mon raisonnement, mes paradigmes appartiennent au monde de l'eau.
Donc, essayer, on sait qu'on doit passer de l'autre côté, on sait qu'on va changer, et c'est pour ça que je pense que quand les gens parlent de crise, ils parlent de métamorphose. Je pense on est dans une transformation aujourd'hui. Mais en tout cas, ce notion de passage, pour moi, il me renvoie à un chemin, une porte à trouver, qui est un chemin initiatique. Et dans le mot initiatique, j'aime bien ce mot initiatique, c'est débuter, c'est quelque chose de nouveau, hein, qui va m'informer quelque chose vis-à-vis de moi-même, ça va me transformer. Je ne serai plus le même quand je passerai de l'autre côté. Alors, je me permets de rebondir sur votre livre Viens voir la vie autrement. Donc, le héros, Luc, il connaît une crise existentielle. Il perd l'amour de sa vie et il perd son travail en même temps. Il est dans une grande souffrance. Et en fait, le livre, c'est l'histoire du moment où il est dans ce passage, où il est entre deux matrices. La matrice est donc quelque chose qui l'a constitué. Il va quitter un monde qui l'a constitué jusqu'à présent. Il va devoir être dans un autre monde qui va le constituer, mais il ne le connaît pas. La première chose que vous dites dans votre livre, c'est qu'on passe d'une matrice à une autre matrice de façon involontaire. Ce n'est pas une décision, c'est quelque chose d'extérieur à nous qui nous pousse à ça aujourd'hui. Alors lui, Luc, comment il va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Si on fait Luc, déjà la première étape, c'est qu'il va rencontrer ce qu'on appelle les gardiens du seuil, hein, au début. Les gardiens du seuil, que certains peuvent appeler comme des monstres, comme des choses qu'on ne veut pas voir. Okay, ces gardiens du seuil, c'est l'ancien monde qui lui dit ne va pas là, ne fais pas ça, c'est bizarre ce qu'on te demande. Donc, il y a une sorte de résistance qui l'empêche de passer de l'autre côté. Donc, il va avoir à un moment donné à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc ça, c'est la première étape. Il y a une phrase qui vous est chère et que je vais citer ici, d'un philosophe Antonio Gramsci. Il dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans le clair-obscur surgissent les monstres. » Ouais, monstre, ça veut dire montrer. Hein, c'est celui qu'on monte, celui qu'on désigne. Hein. Donc, quand quelqu'un était monstrueux à l'école, regardez, regarde le monstre, tout le monde le montrait, tout le monde le montrait du doigt. C'est celui qu'on désigne, c'est celui qui apparaît. Okay, mais en même temps, ce monstre-là, il indique quelque chose. Hein. Dans la notion de monstre, c'était aussi un signe. Hein. C'est un signe, une indication. Je rappelle toujours que Jung invitait au contraire à aller dans son ombre. Hein. Il disait souvent, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité, d'accord, qu'on se trouve. Il faut du courage pour ça. Eh bien oui, c'est pas facile d'y aller, c'est pas évident. Et pourtant, peut-être ce monstre-là me donne une porte, me dit, OK, il y a peut-être du courage, il faut que tu ailles rencontrer cette chose qui te fait le plus peur, et c'est peut-être une porte. Cette porte-là, hein, il y a une condition de réussite pour passer de l'autre côté. Et il y en a, pour moi, je dirais deux. La première, c'est est-ce que j'ai envie d'être lucide? Est-ce que j'ai envie de voir? C'est la question qui est posée à Luc, à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'on lui propose de voir, en fait? Il ne le sait pas. Il ne le sait pas encore. Il ne le sait pas. Il ne sait pas du tout. Mais il sait qu'en tout cas, il va passer par ce mystère, par cet inconnu. Et pour moi, la condition de réussite, c'est la vulnérabilité. C'est cette vulnérabilité. Hein. Si on prend par exemple la métaphore du homard, qui passe aussi par un passage, hein, la métaphore du homard, il est dans sa propre matrice, puis à un moment donné, il étouffe, il sait qu'il ne peut plus passer. Et ben, il sait qu'à un moment donné, il va être obligé de cogner contre un rocher pour essayer à un moment donné de retirer sa coque. Et là, dans ce passage, il est totalement vulnérable. Il est à la merci, quelque part, d'un prédateur. Oui, je voulais en fait revenir sur un point, et pour reprendre l'image du bébé, c'est exactement ça. En d'autres termes, quand on est dans ce passage, quand on est dans la crise, on n'a pas le choix. Soit on meurt parce que la coque du homard est trop petite, parce que le ventre de la mère est trop petit, donc on meurt par étouffement, et là c'est vrai qu'il y a un symbole très fort avec la crise qu'on vit en ce moment, soit on bouge, et ça c'est angoissant. Oui. En fait, qu'est-ce qui a permis à Luc de dépasser ces angoisses dans votre roman? Alors, peut-être, petite chose avant de répondre sur Luc, c'est quelque chose qu'il m'a dit qui était important sur cette angoisse. Il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'était la phrase qu'un jour m'a donnée Tan, où j'étais en crise, et il m'a dit, tu as le choix entre l'étouffement et l'angoisse, dans un moment de ma vie. Et puis il m'a dit, tu meurs d'étouffement, mais jamais d'angoisse. Ça, c'est important. Donc, cette notion, à un moment donné, d'un terrain qui se rétrécit sur lequel on ne peut plus jouer,
il y a ce choix. C'est pour ça que j'appelle ça cette vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est ce que va accepter Luc, c'est accepter sa propre vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est quoi la vulnérabilité? C'est, d'une certaine manière, ne pas se défendre, ne pas résister avec ce qui est en train de se passer. Et c'est intéressant, c'est que cette vulnérabilité, c'est vulnus qui veut dire blessé, c'est-à-dire je peux accepter d'être blessé potentiellement. Okay, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en même temps, dans cette vulnérabilité, pour moi, c'est ce qui me permet de me rapprocher de plus de ma source et d'être le plus proche du réel. C'est dans la vulnérabilité qu'on capte le plus l'information, qu'on est beaucoup plus proche de ce qui est en train de se passer. C'est la sensibilité à l'extrême, la vulnérabilité. Et donc, forcément, on est dans une posture dans la vulnérabilité de ce que j'appelle de quelqu'un qui ne sait pas. Et donc, le non-sachant, pour moi, c'est la seule porte qui peut me permettre d'aller dans un nouveau monde. Ce n'est pas avec mes bagages que je vais aller de l'autre côté. La vulnérabilité, c'est le choix d'être nu. Donc là, si je vais plus loin dans ce que vous dites, c'est-à-dire que la matrice jusqu'à présent dans laquelle on était nous disait « sois fort ». En d'autres termes, avance, sois fort. Aujourd'hui, cette matrice dans laquelle on s'engage, elle nous propose déjà une autre vision de nous-mêmes, c'est accepte cette vulnérabilité, c'est par cette vulnérabilité que tu trouveras une force. On ne sait pas laquelle encore aujourd'hui. Oui, mais c'est en passant par cette vulnérabilité qu'on trouvera une force. En fait, oui, mais la vulnérabilité est la condition du passage. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais c'est ce qui va me permettre de passer. Maintenant, les nouveaux paradigmes, je ne sais pas si le paradigme d'ici, c'était soit fort, mais les nouveaux paradigmes qu'on peut avoir, qui sont en train de venir, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on rentre dans un nouveau monde où on est interconnecté. Je ne sais pas ce que ça voudra dire, mais on est interdépendant. On est dans la même planète. Je crois qu'il y a quelque chose qui dit on est sur cette planète Terre. La mer, maintenant, aujourd'hui, la nouvelle matrice, c'est la Terre. Et le deuxième paradigme qui va arriver derrière, c'est que vu qu'on est relié, on va passer d'un paradigme qui est de la quantité à la qualité. On ne peut plus prendre autant comme on voulait. On est dans cette qualité du lien, cette qualité du sens, à un moment donné. Ce qui fait qu'on va savourer les choses, on va les goûter. Il va y avoir une autre relation. Et on sait très bien, à un moment donné, quand quelqu'un mange et qu'il goûte ce qu'il mange, qu'il savoure ce qu'il mange, il va beaucoup moins manger. Il va manger de manière juste. Il ne va pas être dans cette notion de quantité. Il va vraiment trouver ce qui est bon pour lui. Et je crois que c'est un paradigme qui est en train de changer et qui va être le nouveau, c'est-à-dire de passer de cette quantité à cette qualité. Et le troisième, pour moi, qui est important, qui est, on va passer du je au nous. On va sentir ce que c'est que le nous profondément. Ce n'est pas un concept, c'est quelque chose où on est nous reliés aux autres. Peut-être il y a une dimension d'altruisme qui va se réveiller, mais ça, pour moi, c'est ce passage-là. Et la vulnérabilité, ce non-sachant, c'est peut-être de découvrir ça. Alors, il y a en même temps aussi, pour rester dans les matrices, parce que moi, ce que j'aime dans votre définition par la matrice, c'est ce qui nous constitue. Le paradigme, c'est quelque chose, c'est le regard qu'on va porter sur un chemin. C'est une petite différence qui est importante. Et donc, cette étude de cette nouvelle matrice, par les petits clairs-obscurs qu'on peut avoir, il y a aussi quelque chose, je voudrais revenir sur voir, sur ce que vous dites, et aller dans votre sens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une vision d'avant, on avançait. On nous disait avance, avance, ça va pas, t'as mal, avance. Aujourd'hui, on est sur une vision à 360. On est sur une vision sphérique. On est sur une vision tout autour de nous. Alors, en fait, c'est ça aussi, c'est on nous demande de poser notre tête à droite, à gauche, de façon à regarder l'histoire, de façon à regarder la mythologie, de regarder tout ce qui est autour de nous. Ça, c'est un grand changement. J'aimerais revenir sur Luc, parce que effectivement, un chemin initiatique, c'est très difficile. Et cette façon de voir autrement, c'est peut-être pas de voir directement. Luc, il n'a pas vu la sortie directement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé d'étape en étape pour qu'il puisse voir? La première étape qu'il a eue, c'est qu'il a accepté de dépasser les gardiens du seuil et à ce moment-là, de rencontrer Séléna. Donc Séléna, c'est un symbole dans le livre qui veut dire la lune, c'est-à-dire qu'il rencontre la réceptivité. Et il va apprendre à être réceptif. Et donc, la première chose qu'il va apprendre, c'est que la réceptivité est un chemin intérieur. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles fonctions. Je ne sais pas si c'est… On était toujours dans le donné. Ne rien faire, c'était presque pas dans notre matrice d'avant. Oui. Mais disons qu'avant, on a un réflexe qui est très masculin, qui est très dans l'émissif.
Et là, lui-même était quelqu'un très émissif, très dans l'action. Et là, il apprend à un moment donné en lui disant va vers toi, c'est-à-dire reviens vers cette réceptivité, reviens dans le ressenti, ce ressenti qui va l'amener à écouter sa propre vulnérabilité. Donc là, pour lui, c'est quelque chose d'un peu étonnant parce qu'il n'arrive pas à contrôler et on lui demande surtout de revenir à son corps. Donc ça, c'était une porte qui est importante parce que le corps est quelque chose qui veut permettre d'être dans la posture du non-sachant dont je parlais tout à l'heure, vulnérabilité, non-sachant. C'est-à-dire que quand on est dans le corps, la pensée ne veut pas s'activer. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Je ne peux pas penser en même temps et en même temps ressentir. Okay, et donc, revenir à cette sensation, quand il était dans cette sensation corporelle, à un moment donné, ça a été cette porte qu'il a découvert. C'était un grand chemin pour lui. Et donc, ça a été une étape, au fur et à mesure, il a commencé à avoir confiance, à un moment donné, à voir qu'il pouvait simplement être dans cette posture de non-sachant à partir de son propre corps. Donc, il a commencé à lâcher. Il a commencé à lâcher prise et à accepter au fur et à mesure de lâcher le contrôle et de faire confiance à son ressenti, à ce qui se passe à l'intérieur de lui, qui passe d'abord par une information sensorielle et qui après peut-être va être compréhensible par le mental. Ce terme lâcher prise, il est assez difficile pour beaucoup de monde, parce que c'est je lâche et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous, dans vos coachings, est-ce que vous avez d'autres sens, est-ce que vous avez d'autres interprétations que le mot lâcher prise? Alors moi, quand j'utilise le mot lâcher prise, donc il y a prise. Donc prise, c'est je suis en prise par quelque chose. Et j'aime bien parler de dire qu'on est pris par des fixations. C'est-à-dire qu'on est quelque chose accroché à quelque chose. Ces fixations, c'est des croyances, c'est des manières de voir. Donc, on est fixé, on est focus là-dessus. Donc, forcément, si on est focus là-dessus, toute notre manière de penser et de voir est attirée par ça. Donc, en fait, lâcher prise, c'est lâcher ses fixations. Et donc, ce qu'il va faire, lui, c'est lâcher au moins une fixation qui est très forte, c'est de vouloir contrôler toute chose d'abord par la pensée. Et là, il va apprendre à lâcher en disant, je vais d'abord sentir et ensuite, sans doute, penser. Voilà. Je crois que vous avez aussi une explication neurologique à nous donner sur ce lâcher-prise. Ça fait quoi à l'intérieur de nous-mêmes? Alors, dans le lâcher-prise, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a notre cerveau, il faut savoir qu'il est tout le temps en contrôle. On a le cortex singulaire qui, lui, est toujours en train d'anticiper ce qui est en train de se passer. Bon, c'est bien, Et quand arrive une crise ou quand arrive un élément inattendu, imagine vous êtes dans un automatisme, vous êtes en train de conduire, et puis à un moment donné, il y a un ballon qui passe, forcément, là, c'est imprévu. Et là, vous avez une alerte qui s'installe totalement, et votre cerveau vous envoie une alarme et fait qu'il y a derrière quelque chose qui s'installe avec une contraction. Ils ont des expériences qui ont été faites. Ils ont mis des personnes dans 2 champs d'expérience et ils ont dit, voilà, vous allez vivre une expérience et votre objectif, c'est de vous adapter à ce qui se passe. Mais à un premier groupe, ils ont lu des textes philosophiques. Dans la vie, tout se passe bien. Il y a toujours une raison à tout. Voilà, des petites phrases comme ça pour apprendre à lâcher prise. D'accord. Et le groupe à qui on a lu ces phrases philosophiques, à chaque fois qu'il y a eu des imprévus, le cortex singulaire ne s'allumait pas. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a besoin d'une certaine philosophie de vie pour être capable de mieux traverser la crise? C'est ce que va vivre Luc, de toute façon. Lui, il a vécu ça. Exactement. Dans ce sens-là, où il n'y a pas eu un chemin direct. Oui, c'est il a rencontré, il avait un livre, on lui a offert un livre, et il va trouver des phrases. Et c'est ces phrases, au fur et à mesure, qui vont l'amener à une forme de révélation d'autre chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va avoir ces petites phrases de ce petit livre qui lui arrive par hasard et qui l'amène à un moment donné à nourrir sa propre pensée et sans doute mieux vivre ce qui est en train de se passer, mieux le comprendre et lâcher le contrôle. Donc, le grand lâcher-prise qu'il va avoir dans sa vie, à la fin, c'est bien le pardon. Et j'aime bien cette notion de pardon qu'il va vivre naturellement. Pardon, c'est retrouver le don, c'est-à-dire retrouver l'énergie naturelle d'un être humain qui est capable de redonner de soi-même, qui est capable de pouvoir recréer et pouvoir rentrer dans une relation de la vie différente. En fait, si je vous écoute, moi je suis ravie parce qu'en fait, l'art va avoir un rôle très, très important dans ce passage dans lequel on est aujourd'hui. L'art, pour moi, c'est ce qui réveille le cœur. Comme dirait François Chang. Deuxième mot-clé de vos œuvres, le cœur. Voilà. c'est que la beauté est un moyen, sans doute, de donner du sens à la vie. Et la beauté est quelque chose qui réveille le cœur. Chaque fois qu'on voit quelque chose de beau, chaque fois quelque chose qu'on est surpris, le cœur se réveille.
Et je pense que c'est peut-être un guide dans notre vie, hein, sentir la beauté, de la rechercher. Il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de nous. Alors moi, bien sûr, moi j'approuve à 100% parce que c'est ce que j'aime, etc. Mais ce que j'aime aussi chez vous, c'est que en fait, le mot bonheur, vous l'aimez pas trop, ce mot bonheur. Parce que là, on pourrait croire que l'art, justement, ça amène au bonheur, etc. Mais c'est pas ce mot-là que vous utilisez. Vous préférez le mot lucidité. Je préfère le mot lucidité, puis comme je suis un peu spinoziste, j'aime bien le mot joie. D'ailleurs, pour moi, le mot bonheur est un mot temporel. Il y a les bons moments et les mauvais moments, hein. Et la recherche du bonheur, c'est toujours la recherche d'une quête pour avoir quelque chose. Et je préfère le chemin de la verticalité, qui est le chemin de la grâce, qui est le chemin du cadeau qu'on va recevoir. Et c'est un chemin de joie. Et dans la joie, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on peut être joyeux dans les moments difficiles et on peut être joyeux dans les moments de beauté, de bonheur. Okay, et donc la joie, pour moi, c'est l'archétype de la synthèse. Hein. C'est vraiment ça pour moi, la joie. Donc je préfère la joie au bonheur, même si aujourd'hui c'est à la mode de parler de bonheur partout. Mais pour moi, c'est encore une construction extrêmement, je dirais, mentale, même si c'est un bon chemin, c'est intéressant, hein, de parler des bonheurs et du malheur, mais on est dans le temporel. Quand on est bonheur, malheur, il y a bien la notion d'heure, la notion de temporalité. Et je trouve que c'est important de mettre de l'intemporalité, c'est-à-dire mettre de la présence, de mettre quelque chose qui est éternel. Et cette éternité, pour moi, elle vient dans la verticalité, elle se sent dans la joie, dans quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est la joie, c'est ce cadeau de la vie. Il y a un moment, je suis joyeux. C'est une notion de surprise, voilà, d'émerveillement. Voilà. Si je devais poser le mot, émerveiller est mon mot magique. D'abord, c'est le mot que Luc va découvrir et qu'il va donner à la fin de sa quête, puisqu'en fait, dans lucidité et émerveillement, il y a mer et veillement. Et mer, c'est la mer, la matrice. Et veille, c'est veille. Donc, il y a une notion de lucidité dans la matrice, c'est-à-dire un regard qui est totalement ouvert dans cette matrice. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer aux questions, puisqu'on a quand même pas mal d'invités. Tiffany, on a combien d'invités jusqu'à présent? 43 personnes. Voilà, on a 43 personnes qui sont là. Donc, si vous désirez, vous pouvez à partir de maintenant poser vos questions. Alors, ceux qui connaissent le système sur Converser. En attendant vos premières questions, moi, je me suis préparé une petite citation qui était aussi un petit coup de cœur pour moi. L'art trouve toute sa source dans une blessure, un manque. Il n'est pas rare que les artistes soient foncièrement des révoltés, des êtres en recherche. Par l'art, je crois que nous cherchons à dépasser la douleur pour laisser advenir un monde meilleur. La création, c'est comme un cri. Alors moi, il y a un autre sujet qui m'intéresse aussi pour passer cette crise, c'est la notion d'équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un mot extraordinaire, cette notion d'équilibre. Ouais, c'est ce rythme dans la vie. Pour moi, la notion, quand je parle d'équilibre, c'est pour revenir déjà à la lucidité. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours ce noir et ce blanc. Il y a toujours le jour et la nuit. Okay. Et je crois que déjà, pour bien voir les choses, d'accord, on a besoin d'accueillir autant le noir que le blanc. Ça, c'est une question d'équilibre. Okay. Cette notion de noir et blanc, déjà, je dis souvent, si les choses n'étaient que lumineuses, on ne verrait rien. Si tout était noir, on ne verrait rien. Donc, on a donc besoin de contraste. On a besoin de ce mariage entre les deux. Donc, ce qui va permettre de créer cet équilibre au fond de soi, c'est d'être capable d'embrasser, à un moment donné, cette dualité qui existe, d'être trouver quelque chose qui est capable de l'embrasser, d'embrasser ces deux aspects de la réalité. Et ce n'est possible qu'avec le cœur, parce qu'il n'y a que le cœur qui embrasse ces deux réalités. J'ai Yves Terranova qui me fait une petite blague comme ça, mais j'aime bien parce qu'elle est intéressante, et qui dit, en parlant du titre, il me dit, nous pourrions titrer « Viens voir la vie, nous allons danser ». Et je trouve que la notion de danse, quand tu me parlais d'équilibre tout à l'heure, hein, c'est même pas venu, mais c'est un joli mot pour parler de l'équilibre. C'est-à-dire comment faire être équilibré entre ce noir et blanc. Je pense que danser est un joli mot. C'est-à-dire apprendre à danser dans la vie, hein, c'est-à-dire d'avoir ce mouvement et cette dynamique qui amène d'une certaine manière une harmonie, une beauté. Je trouve que c'est un joli mot. Bravo Yves d'avoir mis ce petit mot-là. Quand on danse, on est en déséquilibre en permanence. On joue avec l'équilibre et le déséquilibre. Alors, il y a une question de Jennifer Sabat qui va dans ce sens-là. Est-ce que l'art peut réellement permettre de lâcher une prise ou y contribuer? Moi, je reviens toujours à ce qui est important, c'est quel effet ça a sur toi. Et ça, c'est cette phrase, Luc va l'entendre constamment dans son chemin, c'est quel effet ça a sur toi. C'est ça le plus important.
Donc, si l'art est là, je pense que l'art, les gens qui sont dans l'art sont des gens qui parlent avec leur ressenti, qui créent quelque chose qu'ils vivent. Donc, si à un moment donné, je suis en synchronicité avec eux, s'il y a quelque chose qui résonne, ben, il y a quelque chose qui m'ouvre une porte à la beauté. Et c'est pour ça que c'est très subjectif. L'art, le vécu de l'art pour chacun est très subjectif. Chacun le vit à sa manière, mais au moins, chacun vit la beauté, vit quelque chose qui réveille son cœur. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Heureusement qu'il y a de l'art pour peut-être ouvrir la porte du cœur. C'est ça. Ce que nous dit Yves de Terranova, c'est l'art interpelle. Alors, je vais revenir à la première question qui nous a été posée par Nathalie Riet, qui vous demande quelle place accordez-vous à la contrainte, crise et contrainte ou liberté de choisir? Bah, c'est même une très bonne question. C'est que le choix, il est bien là. Et le choix, est-ce qu'on est là en train de subir? C'est ce que même Luc va vivre, c'est-à-dire est-ce que je vis ça comme une contrainte? Une contrainte, ça veut dire que déjà la notion de contrainte, c'est très subjectif, il y a des choses qui m'arrivent, et donc comment je les vivre? Si à un moment donné, je le vis comme vraiment quelque chose qui m'est imposé, comme je vis comme je subis quelque chose, ça va devenir une contrainte. Mais si en même temps ça devient un terrain de jeu en disant il pleut, voilà, il pleut, je dois jouer au tennis, c'est une contrainte pour jouer, mais à un moment donné, c'est un fait. Donc maintenant, ça va m'obliger à être créatif et de me dire comment je vais faire dans un terrain qui est différent du mien pour pouvoir jouer au tennis. Et donc, ce n'est plus une contrainte, mais on a pris en compte l'élément, on a pris cet événement comme étant maintenant une nouvelle donnée, et à partir de cette nouvelle donnée, ça va me demander moi-même de faire autrement. Donc, il y a toutes les contraintes, ce sont pour moi comme des murs qui m'obligent à aller chercher des ressources différentes à l'intérieur de moi. C'est toujours pour creuser plus profond à l'intérieur de moi. Donc, quelquefois, quand j'ai une contrainte dans la vie, c'est un merci. C'est un merci. Alors, je ne le dis pas tout de suite, hein, mais après, il y a toujours un merci parce que je ne suis plus le même après. C'est le principe des voyages initiatiques et des épreuves qui sont dans les voyages initiatiques. Alors, il y a Gisèle Garcia qui, pour rester dans ce chemin-là, justement, elle dit « Ça me rappelle les archétypes de Joseph Campbell du voyage du héros. Est-ce le chemin de Luc ?» Le voyage du héros est archétypal, c'est-à-dire qu'on peut retrouver ce voyage du héros dans le sens où on démarre, on est au départ dans son propre cocon, tout va bien pour soi, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose et on a le choix. Est-ce qu'on accepte l'appel, on prend l'appel, on ne prend pas l'appel? Et après ce moment d'appel, il y a à un moment donné, je dirais, les gardiens du seuil. Et si on les dépasse, on décide d'aller dans l'inconnu, forcément, on va rencontrer ce qu'on appelle son dragon, on va rencontrer des obstacles, mais on a aussi des ressources qui nous viennent pour à la fin retrouver ce trésor, c'est-à-dire cette quête sur laquelle on a découvert quelque chose qu'on avait besoin de trouver, mais on ne sera plus le même. Et après, la fin du chemin, c'est un chemin de don, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris pour le redonner au monde, comme je le redistribue. C'est un peu ça, en synthèse, le chemin de Campbell. Il y a une question, Anne, que j'ai vue rapidement de Agnès. Elle dit « On peut se perdre dans la vulnérabilité, trop s'identifier à sa blessure et se figer dedans. On ne peut pas accéder à une lucidité dans ce cas. Il me semble que cela se passe par accepter de ressentir par sa sensorialité. » Et oui, c'est exactement. La vulnérabilité réelle et sensorielle. Sinon, ce n'est pas la vulnérabilité qui est gênante, c'est le mental et les pensées que j'ai dans ce que je suis en train de ressentir. Si j'accepte d'accueillir et j'accepte de vivre complètement, corporellement, sensoriellement ce que je suis en train de vivre, il y a quelque chose qui va se transformer naturellement sans que j'ai à contrôler. Donc, c'est une sorte de nudité. Il y a toujours à un moment donné une sorte de mots, de croyances, de messages qui viennent se coller, qui sont des habits. D'abord, c'est marqué « identifié », c'est bien le mot-là. On est identifié, mais on n'est pas identifié à sa vulnérabilité. Donc, pour moi, ça déjà, on n'est pas identifié à sa vulnérabilité, on est identifié à des croyances, soit des messages, ou des pensées qui commentent ce que je suis en train de ressentir. Voilà. La vulnérabilité, c'est justement d'avoir lâché. La vulnérabilité, c'est un moment de nudité, c'est je me plonge dedans avec confiance et là, à un moment, je ressens les choses. Il y a quelque chose de sensoriel. Tout à fait. Pour continuer sur ce chemin-là, cette fois-ci, c'est Ali Barna qui nous pose la question, l'art est-il simplement inné ou forcément culturel? Je pense que tu répondrais mieux que moi. Moi, je pense qu'il y a une part des deux. Je pense qu'il y a une part des deux. Je pense qu'il y a justement cet appel à la création qui vient du plus profond d'entre nous. C'est pour ça qu'on n'est pas tous attirés par les mêmes arts et par les mêmes formes d'art aussi. Mais ensuite, il y a quelque chose qui nous appelle dans la progression, c'est-à-dire à partir du moment où on progresse, on va trouver dans l'art une forme de réponse, une forme
d'appel qui va répondre à nos questions. Donc, plus on est cultivé, plus on va s'intéresser à l'art qui va nous apporter, non pas des réponses, mais des chemins, des réconforts ou des bouleversements. L'art n'est pas toujours réconfort, l'art parfois bouleverse, l'art dérange, l'art… voilà. Tout à fait. Alors, il y a Catherine Bidan qui nous dit aussi « L'acte créateur est un des moyens de trouver le sens de sa vie ». L'art créatif, il est quelque chose qui émerge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le faire naître. Quand on est dans sa matrice de l'ancien, la créativité n'arrive pas à naître. On est plutôt en train de rechercher à partir du passé des choses pour pouvoir au moins s'en sortir. Et donc, ce passage que j'appelle ce passage du non-sachant, ce passage sur lequel on ouvre les portes, où on ne sait pas où on va. D'abord, quelqu'un qui veut être créatif, il faut qu'il apprenne à lâcher les choses. Et bien, c'est ce passage qui est important. Et là, forcément, il y a quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau. On rentre dans un nouveau monde. Et la créativité, cet acte créateur, c'est sans doute ce qu'on est au plus profond de nous. La notion, là on revient à Jung, c'est-à-dire entrer dans cette individuation, c'est-à-dire aller au plus profond de soi et trouver ce qui est moi en dehors, ce que l'on appelle de la pression des messages que j'ai reçus dans toute ma vie, pour trouver ce que je suis au plus profond de moi, va générer une individuation qui m'est particulière, qui m'est singulière, et à ce moment-là, je deviens un créateur, parce que je vais apporter quelque chose qui m'appartient, qui est ma sensibilité, qui est mon goût, qui est unique, et que je peux apporter au monde. Voilà. Et là, je suis quelque part dans l'art qui est le mien, mais qui peut apporter quelque chose aux autres. Comme complément d'information, il y a Catherine Bidan qui dit « Oui, c'est l'accouchement de soi en tant qu'adulte libre ». Laetitia Pitezon qui dit « L'artiste en sciences initiatiques est celui qui travaille sur sa propre matière pour se raffiner lui-même. C'est le chemin d'individuation de Jung, alchimisé grâce à la pierre philosophale. » Et Nathalie Rier qui demande à la fin « Est-ce que donc cette crise est salutaire ?» À la fin, on dira ça. Quand on est dedans, c'est toujours difficile. J'aime bien cette petite référence à l'alchimie. Je ne sais pas si vous permettez que je passe. Allez-y. Je trouve que dans l'alchimie, il y a une symbolique qui est intéressante. On pourrait en faire un parallèle avec la crise. Dans l'alchimie, dans l'œuvre, on dit qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase de l'œuvre noire. Cette œuvre noire est intéressante parce que c'est vraiment cette phase de la posture du non-sachant. C'est-à-dire que je suis dans quelque chose qu'il faut absolument que je sois dans le noir total. C'est-à-dire que j'abandonne, que je sois dans le lâcher-prise total. Donc, le plus vulnérable possible. Le plus vulnérable possible. Et cette vulnérabilité, elle m'amène à l'œuvre blanc. L'œuvre blanc, c'est-à-dire qu'on est blanc, on est capable d'être touché. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive de l'extérieur, je peux être taché, je peux être touché. Mais si je suis blanc et que je rentre dans un nouveau monde, dans un nouvel espace, dans cette confiance, je ne serai touché que par un acte créateur. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on rentre dans l'œuvre rouge. L'œuvre rouge, c'est quelque chose qui réveille l'énergie et on rentre, on dit c'est le fils, c'est le rubis, d'accord. Il y a quelque chose qui devient ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire que j'allume la flamme, j'allume ma flamme, je trouve ma flamme. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est très important, c'est de comment retrouver sa vitalité. Parce que dans le passage qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est quand même parfois pour certains déboussolant, qui peut amener même à une dépression, etc., il y a quelque chose de très, très important, un message peut-être à faire passer, c'est de retrouver sa vitalité. Il y a tout cet apprentissage aujourd'hui de ce nouveau monde qui nous demande de prendre notre part de responsabilité. Pour vous, ce côté vital, comment on peut le connecter ? Je crois qu'il y a quelque chose qui est en arrivée dans le nouveau paradigme. Comme je disais, c'est qu'on rentre dans la planète Terre. Le retour à la nature, le retour aux éléments. Tout est vivant. Si à un moment donné, on sent qu'on touche un arbre et qu'il est vivant, c'est nous-mêmes qui sentons cette vie. C'est pour ça que ça vient par ce retour au ressenti. Vraiment, pour moi, la notion du ressenti… Alors, quelqu'un me disait, oui, mais Samy, on sent, mais on ne ressent pas. Ça veut dire quoi, ressentir ? Mais ressenti, c'est comme si je sentais quelque chose, mais je m'étais à écouter ce sentir. C'est un peu ça, j'écoute ce sentir, j'écoute ce qui est en train de se passer. Et donc, cette notion de sentir, c'est une inversion, alors qu'aujourd'hui, on passe beaucoup par le mental. Et rentrer dans ce sentir, c'est informer autrement. Je touche un arbre, je le connais avec mon mental. Je touche un arbre et je le sens, il y a une autre information qui passe. C'est une autre connaissance. Le mot connaissance, c'est connaître avec les sens, mais c'est naître avec aussi. Il y a un jeu de mots sur le langage des oiseaux. Et donc, pour moi, on a abandonné beaucoup ce corps, on a abandonné cette notion de sensorialité. Mais pourquoi ? Parce qu'on a insisté beaucoup trop sur cette quantité.
On est beaucoup trop dans l'avoir. Les gens, on dit, tu as les yeux plus gros que le ventre. Ça veut dire qu'on mange, mais on n'est pas à l'écoute de ce que je ressens. On n'est pas à l'écoute de ce qui se passe pour moi. Et cette déconnexion fait qu'aujourd'hui, il y a un mal-être. Okay. Mais si on revient à un moment donné sur ce sens, sur cette main qu'on touche, alors maintenant c'est un peu compliqué, mais sur le corps qu'on touche, qu'on sent, sur la relation avec la respiration qu'on ressent, il y a une vitalité qui est totalement différente. On voit bien à travers cette crise que les deux choses qui nous manquent, c'est de pouvoir respirer correctement et de nous toucher correctement. Il y avait une autre question que je voulais vous poser, puisque vous parlez du cœur. Pourquoi vous avez choisi de venir auprès de questions de cœur pour parler de vos livres en général? Pourquoi vous nous faites confiance en fait? Pourquoi vous nous faites confiance? Je ne sais pas comment vous avez trouvé ce terme-là, question de cœur. Il y a le mot question et la notion de cœur. Ce sont deux choses qui sont importantes pour moi et dont j'ai abordé dans cette petite conférence. Il y a la notion de question, c'est que moi, je préfère les questions aux réponses. Comme dirait un ami, avec la réponse, on arrête le voyage, avec la question, on le continue. Donc, dans la question, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que la question, elle me met dans une posture de non-sachant. Et je pense que la notion de non-sachant m'ouvre à un moment donné à cette dimension du cœur. Donc, quand déjà je vois ce titre « Question de cœur », il y a déjà une résonance, hein. C'est déjà pour moi un signe. Comme j'aime bien écouter les signes, c'est là. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est que vous aimez l'art. Donc, vous, c'est important, la culture. Et donc, cette dimension culturelle fait que derrière, ça m'a attiré. Et puis, j'ai vu aussi votre générosité de mettre en valeur quelque part tous les petits auteurs, toutes les personnes qui démarrent et de les aider. Il y a une notion de générosité qui existe dans Question de cœur, donc qui est concrète. Alors, on va arriver à la fin de ce webinaire. Moi, je voulais donc vous conseiller, donc, bien sûr, les deux livres de Samy qu'on a vus tout à l'heure, Viens voir la vie autrement, qui est son roman initiatique et qui est toute l'histoire de Luc, et Le leadership du cœur, qui est une façon de manager différemment avec une méthode VOIR, V-O-I-R. Je vous propose aussi ce livre, Respire, qui est un livre de yoga, de méditation, et qui peut peut-être vous donner des pistes sur la façon de respirer autrement, de respirer avec le ventre, avec le thorax, avec la gorge, de savoir quel est le rôle de la respiration justement sur ce bien-vivre. Il y a un autre livre aussi qui a été parmi nos lectures là, N'ayez pas peur du collapse. Donc la crise, c'est aussi la crise de l'effondrement qui est très difficile à passer. Le collapse, je vous le rappelle pour tous, c'est la synthèse de tous ces effondrements avec toute une notion très importante. Quelle est la symbolique de la mort? Qu'est-ce que ça veut dire la mort? Ce qu'on a parlé dans ce passage d'œuvre noire pour passer à l'œuvre blanche et à l'œuvre rouge. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce premier webinaire. Samy, quelque chose pour terminer? Oui, j'avais envie de terminer encore par cette phrase de François Tching qui dit « La beauté, c'est un signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens ».